Bienvenue dans le cadre de nos émissions vers les nouveaux mondes du travail. Aujourd'hui, nous vous proposons d'aborder un sujet au cœur d'actualité puisque nous allons parler de l'influence des normes internationales, en particulier des normes sociales dans le cadre des relations de travail et tenter de situer un petit peu dans quelle mesure ces normes aujourd'hui représentent peut-être une solution importante, fondamentale, dans le cadre des régulations d'un certain nombre d'enjeux complexes qui de plus en plus concernent une globalité de pays. On pourrait évoquer les enjeux sanitaires, les enjeux de développement durable, des enjeux sociaux, économiques. Et finalement, on se rend compte que ces normes ont un vrai défi à relever, puisqu'il s'agira pour elles de concilier une diversité de contextes, une diversité de cultures, et d'arriver finalement à un consensus applicable dans une diversité de pays, de situations. Donc nous allons cerner un petit peu avec deux experts présents sur ce plateau, les enjeux de cette normalisation internationale et tenter aussi de situer un petit peu cette influence de cette normalisation internationale sur l'espace français et en particulier sur la question aussi inversement de l'influence de la France sur ces normes elles-mêmes. Alors pour nous en parler, nous avons donc deux invités présents sur ce plateau, Monsieur Pierre Mazot. Bonjour Pierre. Et le professeur Jean-Claude Javillier. Bonjour Jean-Claude. Alors je vais vous demander de vous présenter succinctement. Merci William et merci pour cette invitation sur un sujet effectivement qui m'est cher. Donc Pierre Mazot, j'ai une double caractéristique, donc à la fois j'ai travaillé pendant une trentaine d'années à EDF, d'abord en tant que responsable de ressources humaines et avec effectivement de nombreuses négociations sociales. Et puis à partir du début des années 2000, j'ai découvert ce concept de RSE et j'ai eu la chance à la fois de le pratiquer dans l'entreprise, mais aussi surtout de contribuer à l'élaboration d'un certain nombre de textes internationaux, dont l'ISO 26000, donc les lignes directrices relatives à la responsabilité sociétale, dont nous reparlerons tout à l'heure. Merci Pierre. Professeur Javillier. Je suis très heureux de vous retrouver tout d'abord. Je suis professeur émérite de droit à l'Université de Paris 2. J'ai été directeur du département des normes de l'Organisation internationale du travail et actuellement j'œuvre essentiellement au sein de l'association de l'intelligence pour l'intelligence économique de l'IHEDN dont je suis le président d'honneur. Merci donc à vous deux. On va rentrer dans le cœur du sujet de cette normalisation internationale. Peut-être on peut démarrer par une forme d'état des lieux de cette normalisation internationale et de son évolution au fil du temps. Jean-Claude, est-ce que peut-être sur ce point vous souhaitez partager un petit peu votre perception? Ma perception est que le droit international du travail a été un des éléments moteurs du droit international en général, marqué par une caractéristique très tôt, c'est-à-dire quand même le tripartisme, qui était une spécificité depuis 1919. Mais je dois dire que le sentiment que j'ai, c'est que nous avons d'une certaine façon changé d'univers, parce que nous ne sommes plus seulement dans un univers étatique. Au plan international, les normes étaient avant tout mises en œuvre par les États, etc. Et alors que maintenant, je pense que nous sommes dans un monde qui a profondément changé, avec des parties prenantes plus nombreuses, et d'une certaine façon, heureusement, l'implication des entreprises, des organisations non gouvernementales, qui constituent, à mon avis, une dynamique importante et que nous devons appuyer sur le plan international. Donc, Pierre, dans son contexte, on pourrait dire que ces normes se donnent comme finalité d'avoir une forme de consensus sur des problématiques communes, finalement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la nature de ces normes et sur la manière dont elles se composent aujourd'hui? Alors, déjà, il faudrait peut-être faire un petit peu de sémantique. Ce terme norme renvoie pour les juristes à des choses dures, normes du droit. Alors que quand on parle de normalisation, alors effectivement en anglais on a deux mots, on a norme pour les normes juridiques
et standards pour les normes volontaires, alors qu'en France, effectivement, on utilise le même terme, ce qui peut être quelquefois source de confusion. L'ISO, qui est le principal organisme de normalisation, qui date de l'après-guerre et qui a effectivement élaboré des normes dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 normes, à commencer par des normes qui touchent des produits. Par exemple, une feuille de papier A4, c'est une norme ISO. Et on voit l'utilité de ces normes, de même que les containers aujourd'hui. C'est une norme qui a pris quand même 8 ans à être élaborée, mais aujourd'hui on voit bien l'intérêt de la normalisation par rapport à une réglementation, parce que si chaque pays avait réglementé l'arrivée de ces containers dans les ports, on voit bien que ça n'aurait pas eu autant de succès. L'idée des normes, de la normalisation, c'est effectivement d'avoir des documents de référence qui comportent des solutions à des problèmes techniques entre des partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux. Alors, le sujet qui nous intéresse quand même est un petit peu particulier, puisque les normes sociales ou ce qu'on a appelé la responsabilité sociale ou sociétale, finalement, est quand même quelque chose d'assez complexe, relativement politique, et donc on pouvait se demander ce que l'ISO pouvait faire dans cette affaire. Alors vous diriez qu'en fait finalement il y a cette dimension des standards, et Jean-Claude sur ce sujet, comment se situe par exemple l'Organisation internationale du travail ou d'autres organisations par rapport à ces standards? Quelle est votre position sur dans le prolongement de ce que vient de dire Pierre, tout à fait fondamentalement sur les distinctions de vocabulaire que nous devons absolument nous approprier, je voudrais faire une petite remarque sur les langues. Je pense quand même que nous vivons dans un monde où le globish, entre guillemets, l'anglais, plus ou moins bien traité, est une langue qui maintenant est une langue universelle d'une certaine façon. J'ai vécu à l'Organisation internationale du travail d'une certaine façon, non pas la disparition, mais la montée de la langue anglaise ou globish, et je dois dire que ceci pour moi a des conséquences. Je pense que nous vivons tous dans des univers culturels qui sont quand même limités. Quand nous travaillons à l'international, nous découvrons combien nous savons si peu des autres et combien apprendre des autres est une source d'enrichissement pour nous, notamment juristes. Et je dois dire que la façon dont nous faisons les normes, et notamment la langue utilisée, a, à mon avis, profondément transformé l'approche d'un certain nombre de questions que nous avons. Donc il faudra peut-être en discuter entre nous, c'est un changement, et je voudrais dire que d'une certaine façon, il y a aussi, il faut le constater, la fin, à mon avis, des monopoles dans le monde, quel qu'il soit, et des univers clos. C'est-à-dire que les juristes continentaux, et bien sûr aussi le common law, qui considéraient maîtriser les questions, n'en sont plus les maîtres maintenant. Et je veux dire que c'est l'ouverture de toutes les questions qui s'entrecroisent, des normes qui aussi, d'une certaine façon, sont faites pour vivre ensemble, qui changent les choses. Et d'une certaine façon, l'Organisation internationale du travail a été confrontée à cette fin d'un certain monopole. Elle était habituée justement, avec un tripartisme tout à fait original, à maîtriser, développer des normes sur les relations du travail et les questions de l'emploi. Je pense qu'il faut constater que maintenant, nous avons beaucoup de sujets qui sont liés les uns aux autres et que, d'une certaine façon, aucune organisation ne peut penser, songer, maîtriser. Ce qu'il faut viser, bien sûr, c'est la synergie, la complémentarité, et ce n'est pas facile dans un monde institutionnel en général. Pierre, sur ce sujet? Alors, moi, je souscris complètement à ce que vient de dire Jean-Claude, et en particulier, je citerai Corinne Gendron, qui est une professeure à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal, qui disait « On constate une évolution des modes de régulation et de la porosité croissante entre normes publiques et normes privées, alors que s'entrecroisent des foyers de normativité autrefois bien distincts. » Et effectivement, on voit bien que, à la fois, et on le verra dans l'ISO 26000, on va convoquer un certain nombre de normes publiques, puisque, je l'ai noté, parce que c'est assez important. Dans l'ISO 26000, qui est un texte d'une centaine de pages,
On fait référence à 45 textes de l'ONU, bien entendu la Déclaration universelle des droits de l'homme, les objectifs du millénaire, la protection des consommateurs, 7 textes de l'OCDE, en particulier ceux sur la corruption. Quant aux conventions de l'OIT, on en cite 70. Effectivement, sur des sujets où il n'y a pas de textes internationaux, premièrement, l'ISO s'était interdit de produire du droit. On avait dit la norme n'a pas vocation à traiter des questions qui ne peuvent être résolues que par les institutions politiques. Donc là, c'était effectivement une ligne blanche qu'on avait fixée. Mais on a quand même été confronté à des sujets, effectivement, qui n'avaient pas fait l'objet de négociations réussies au niveau international, en particulier, par exemple, la question de l'orientation sexuelle, sur laquelle on pourra revenir, et sur lesquelles on a dû, alors sinon légiférer, du moins trouver un consensus. On reviendra peut-être après sur cette notion de consensus. Et finalement, ces normes, en fait, dont vous parlez, Pierre, ne sont-elles pas concurrentes des normes dites dures? Dans quelle mesure on peut concilier le droit obligatoire, en France par exemple, et un espace normatif qui, s'il puise dans ses sources, dans le normatif obligatoire ou en quelque part, reste pour certains un peu flou, abstrait? Donc comment vous expliquez cette ambiguïté ou ce paradoxe éventuellement? Je laisserai aussi Jean-Claude répondre parce qu'il a sûrement une idée sur la question. Effectivement, je pense qu'il y a, et ça il ne faut pas se le cacher, c'est qu'il y a aussi une compétition en fait, entre ces lieux de normalisation et on retrouve quelquefois les mêmes acteurs. On a vu un certain nombre de manœuvres pour essayer de torpiller les choses. Par exemple, via Wikileaks, on a vu que le gouvernement américain avait essayé de mobiliser un certain nombre d'alliés pour torpiller la norme, ou le gouvernement chinois avait envoyé des représentants de ses ambassades dans tous les pays pour essayer de faire pression sur les organismes de normalisation. Donc on voit que finalement cette norme qui semble un peu technique devient très rapidement quelque chose de très politique. Et je crois que c'est la question pour le droit en général qui se pose. Et le droit est confronté d'une part aux réalités géopolitiques et sociétales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes qui ne soient pas des enjeux, soit dans le cadre d'un territoire national, soit au plan international, et que nous voyons bien qu'il y a une mobilisation de certains groupes de pression, de certains pays, pour favoriser ou non le développement de certaines normes. C'est un jeu normal des origines même du droit international. Mais il y a d'autres éléments qui me paraissent importants, c'est quand même cette multiplication des normes et des sources de normes, qui évidemment peut avoir des effets à la fois positifs, c'est-à-dire au fond, nous souhaitons absolument qu'il y ait une synergie, une complémentarité entre soft et hard law. Il n'y a pas de droit dur absolu. Le droit dur nécessite des instruments pour que les intéressés s'approprient les normes. Et peut-être plus encore actuellement, dans le monde contemporain, je ne crois pas à l'effectivité du droit sans appropriation par les intéressés, individuellement et collectivement. Donc il y a un travail plus subtil dans le monde contemporain pour que le droit soit effectif, et nous avons besoin de toutes les normes. Mais toutes les normes veut dire aussi beaucoup de normes, et des normes qui peuvent se neutraliser, se nuire. Donc je crois que l'objectif auquel, d'une certaine façon, Pierre contribue ardemment, c'est de permettre cette articulation pour que nous ayons une effectivité. Nous n'aurons jamais l'effectivité absolue, mais nous pouvons contribuer au développement de l'effectivité. Et je dois dire que de ce point de vue, il est difficile d'agir sur le plan normatif dans le monde contemporain, mais c'est aussi avec une plus grande efficacité. Je dirais quand même que personnellement, je partage tout à fait le point de vue qu'a eu Kofi Annan, ce regretté secrétaire général des Nations Unies. J'ai été impressionné par le fait qu'il a quand même bien souligné qu'au fond, il y a dans le monde contemporain un certain affaiblissement des États et de l'État de droit. Et ceci vise tous les États et toutes les régions du monde. Nous ne pouvons pas nous priver de l'action des entreprises, des ONG, parce que nous savons que malheureusement, nous n'avons pas vraiment progressé, n'était régressé
dans notre capacité d'application des normes internationales et nationales. L'état de droit dépend de nombreuses parties prenantes et c'est un combat qu'il faut mener toutes et tous pour l'état de droit.